Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo 11 parfait qu'on fait évidemment après chaque période de mercato. Là on va faire comme le mercato parfait cet été, on va la diviser en 3 vidéos. D'abord on va parler du chantier des gardiens parce que cette année plus que jamais il est intéressant à analyser et surtout rempli de dilemmes cornéliens et de choix très difficiles pour Mauricio Pochettino bien évidemment, avec Donnarumma et Keylor Navas dans la balance. Et puis en seconde partie de vidéo on va parler de la ligne de défense qui s'est plus que jamais renforcée considérablement. On va sûrement composer la ligne de défense la plus forte du PSG sous QSI sur le papier bien évidemment. Tout ça reste à traduire sur le terrain et comme toute ligne de défense forte, il y a des choix à faire, notamment en défense centrale et au poste de latéral gauche. Donc on va traiter tout ça dans cette vidéo. Avant qu'elle commence, je vous préviens juste que vous, ça vous change rien, mais c'est dans mon premier appartement que je tourne cette vidéo. La semaine dernière, en rentrant de chez moi, quand j'ai sorti la fameuse vidéo dans la rue qui vous a, à ma surprise absolument générale, plu quasi à l'unanimité au vu du ratio like-dislike et des commentaires absolument formidables que vous m'avez laissés. Donc un grand merci à vous pour les commentaires, vos retours. D'abord, voilà, prendre le temps de me donner vos petits avis sur le format. Sachez que je vais le développer un petit peu ici. D'abord parce qu'à 20 minutes de chez moi, il y a le camp des loges. Donc forcément, se filmer en face cam avec le logo du PSG derrière, c'est toujours cool. Et puis parce que voilà, le cadre est sympa, des fois j'irai dehors. Et bien sûr, comme d'habitude, au montage, je vous calerai quelques petites vidéos skills pour pas avoir tout le temps ma petite tête évidemment sur vos écrans. Et surtout parce que de l'autre côté, je peux pas me permettre de mettre que des vidéos skills dans mes vidéos parce que depuis peu, YouTube marcelle complètement au niveau des droits d'auteur. Je ne peux absolument rien dire, hein, voilà. Les vidéos skills, on ne peut rien reprocher à YouTube, ils sont dans leur droit de bloquer les vidéos. La semaine dernière, il y a une vidéo qui n'est pas sortie à cause de ça. La vidéo sur Kylian Mbappé, sachez qu'il y a eu 48 heures d'énormes galères pour la sortir. Bref, là je fais ma petite vidéo tranquille, je vais vous caler quelques petites vidéos skills et on va donc commencer par le chantier des gardiens avec l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, meilleur gardien du tournoi de l'Euro 2020 qu'il a d'ailleurs remporté avec le titre aussi de meilleur joueur. Alors il n'a toujours pas de minutes sous le maillot du PSG. Personnellement, eh bien, je lui en aurais donné contre Reims juste avant son départ en sélection avec l'Italie. D'ailleurs, il n'a pas été épargné par la presse italienne, hein. Là-bas, on ne digère pas son départ du Milan AC où il était un cadre pour être évidemment sur le banc des remplaçants aujourd'hui au PSG, parce qu'il faut regarder un petit peu plus loin. Aujourd'hui, Keylor Navas fait l'unanimité, même si, attention, en ce début de saison, les plus pointilleux pourraient dire que il y a une ouverture pour Gianluigi Donnarumma, d'abord parce qu'on prend des buts, la faute évidemment à une défense centrale qui peine vraiment, hein, sur tout ce qui est circuit de balle, les centres, surtout dans les airs au niveau du marquage, qu'ils soient en zone ou à la culotte, on peine toujours à négocier ces duels aériens qui finissent par des buts. Et il est vrai qu'on peut incriminer Keylor Navas dans certaines mesures, on va pas les énumérer, allez voir les anti-Keylor pour ça. Personnellement, je n'en suis pas un, le but de cette vidéo n'est absolument pas de lui tomber dessus, mais de délibérer. On y arrive évidemment, personnellement. Alors il y a deux choix, deux options qui s'offrent, ça divise. Soit tu fais au mérite et surtout à la forme, c'est-à-dire qu'en début de saison, tu dis aux deux joueurs battez-vous pour votre place et dès qu'il y en a un qui fait une erreur, l'autre prend sa place et ainsi de suite. Ce qui est assez risqué parce que c'est pas clair tout simplement. Perso, j'opte pour la seconde option, la clarté, voilà, partir sur quelque chose de sain pour moi parce que clair. Donc la moitié des matchs entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma en Ligue 1 et en phase de poule de la Ligue des Champions. Les matchs à élimination directe de la Ligue des Champions pour Keylor Navas. Je me laisse quand même une petite réserve au cas où il est en mauvaise forme ou au cas où il fait vraiment une énorme bourde en 8e de finale aller par exemple. Mais je suis pas trop pour en fait ce système de dire bah toi t'es titulaire, derrière il y en a un qui est quasi du même niveau que toi, ça c'est un luxe absolument fou d'avoir deux des meilleurs gardiens du monde. Mais je me vois pas en fait, j'aime pas trop ça, je trouve ça pas très sain en fait, dans la mesure où on a tous le droit à l'erreur. Et pour réparer son erreur, je pense pas que voilà, se faire remplacer par quelqu'un d'autre qui certes sur la courte durée va peut-être apporter plus à l'équipe, mais je me vois pas dire à mon gardien bah voilà, t'es titulaire, mais dès que tu fais une faute, tu sautes. C'est un peu comme dans les coupes, tu vois, tu fautes, tu sautes. Les filles sur Twitter, elles adorent dire ça. Non, personnellement, j'opte plus pour la clarté. Donc voilà, les coupes nationales pour Gianluigi Donnarumma, la moitié des matchs pour chacun des deux, que ce soit en Ligue 1 et en phase de poule de Ligue des Champions, et puis les grosses échéances, hein, les sommets, pour Keylor Navas qui le mérite quand même, parce qu'il faudrait, voilà, bien sûr, le respect entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, vis-à-vis de Keylor Navas d'abord, et puis assurer hein, Donnarumma, parce que
Ceux qui sont bloqués en 2017 à dire oui, il est là que pour l'argent, se faire ses petits billets avec Mino Raiola, c'est qu'un gardien surcoté, sachez que vous êtes complètement dépassé. Vous avez au moins 2 voire 3 trains de retard. Je vous conseille de les rattraper parce qu'aujourd'hui, Donnarumma est un crack mondial. Et bien sûr, d'ici 2 ans, ce sera sûrement un des meilleurs. Par contre, là-dedans, j'aimerais juste revenir sur le dossier vite fait. La petite incompréhension vis-à-vis du club, c'est là que tu te rends compte qu'au PSG, on prend les décisions au jour le jour. Hein. Le lundi, tu prends une décision. Le mardi, tu peux prendre quelque chose, un chemin complètement inverse, dans la mesure où on a prolongé Keylor Navas en mai pour en juin. Alors, je suis d'accord. En mai, la tendance pour Donnarumma, c'était vraiment essayer quand même de prolonger à Milan. Et il y avait quand même d'autres prétendants, comme la Juventus ou le FC Barcelone de souvenir. Donc le dossier était quand même assez bouché pour le PSG. En un mois, ça s'est complètement libéré. Et au final, un mois après avoir prolongé Keylor Navas, tu recrutes Donnarumma à 10 millions par an, je crois, avec les bonus en net. Bref, c'est ça qui est assez incompréhensible là-dedans. Sinon, saisir une opportunité de marché, aucun problème avec ça. C'est juste la prolongation de Keylor Navas un mois avant qui me gêne un peu. C'est-à-dire qu'au PSG, on réfléchit pas beaucoup à long terme. Hein. On regarde pas plus loin que le bout de son nez et pas plus loin que le soir même, en fait, de la journée où on prend la décision. Allez, on va enchaîner avec la défense à droite. Il n'y a pas de débat. Achraf Hakimi est absolument extraordinaire depuis ses débuts. Excellent début réussi pour lui. On rappelle quand même que certaines personnes se plaignaient du prix, 60 millions d'euros qui monte à 71, je crois, avec les bonus, 8 faciles et 3 difficiles, selon Di Marzio en juin. Un dossier qui a été assez long à boucler, mais qui au final en valait la peine parce que il change complètement la phase de ton équipe. En Ligue 1, c'est quelqu'un qui peut changer un match par son explosivité, la largeur qu'il apporte à ton bloc et les options qu'il apporte au porteur de balle parce qu'il est capable de prendre la profondeur, la donner, apporter du tempo, d'abord par sa vitesse d'exécution ballon au pied, sa pointe de vitesse en termes de sprint, et puis surtout le fait qu'il soit toujours dans le bon tempo, dans les circuits de balle, dans la progression du ballon. Dans les sorties de balle, pareil, il est très intéressant pour la fluidité des circuits parce qu'il est capable de jouer simple. Ses vis-à-vis, il est aussi capable de les éliminer en 1 contre 1. Maintenant, bien sûr qu'il est plus à l'aise dans un rôle de piston qui est complètement utopique au PSG. Ce système à 3 défenseurs, je pense qu'il va falloir faire une croix dessus et depuis le début, je le pense. Et quelque part, c'est pas plus mal, parce que c'est des systèmes qui sont quand même très difficiles à mettre en marche. Disons que c'est plus facile à dire qu'à faire, même si je ne suis pas entraîneur évidemment. Ceux qui sont pour le système à 3, il y a des arguments qui s'entendent parfaitement. Mais Hakimi, qui est bien sûr meilleur en piston, on retrouve ses défauts qui sont bien sûr le fait de se retrouver un peu pris dans le dos parfois par le fait qu'il se projette un petit peu trop, mais il comble tout ça par d'abord son volume de course, le coffre qu'il a, et puis ses capacités sur les appuis, la tonicité, en 1 contre 1 il est assez solide, et sa vitesse. Bref, on va enchaîner avec la défense centrale, quelqu'un qui est indéboulonnable. Alors son rôle de capitaine, on pourrait éventuellement le remettre en cause. Je pense qu'il y a certains arguments qui s'entendent. Je dis pas que je remets en cause son rôle de capitaine, je parle évidemment de Marquinhos, mais il y a certains arguments qui peuvent s'entendre. Dans tous les cas, il doit absolument être titulaire. C'est quelqu'un qui représente beaucoup au niveau du projet. Marquinhos et Verratti, on se rend pas compte des figures que c'est. Avec Di Maria, même si Di Maria, il y a quand même une certaine timidité, une énorme pudeur qui fait que il y a un petit peu moins de proximité avec la communauté, les supporters et tout ça, que Marquinhos et Verratti, voire Kimpembe ont. Donc Marquinhos titulaire, pas de problème, en défense centrale, il est très très bon, il pourrait éventuellement monter au milieu de terrain, mais ça c'était les idées de Thomas Tuchel et depuis, on est quand même très bien garni numériquement devant. En défense centrale, il est évidemment très très bon, gestion de la profondeur, tonicité sur les appuis. Peut-être son seul défaut en tant que défenseur central, ce sont les 1 contre 1. C'est vrai que tu peux facilement le bouger, c'est pas un roc. Et quand tu te retrouves contre une énorme figure, un énorme numéro 9, on peut penser à, je sais pas, à Haaland ou Lewandowski, c'est vrai qu'il vaut mieux les donner à Kimpembe par exemple, qui a l'épaule contre épaule, est beaucoup plus solide. Mais c'est mon choix fort en défense, Kimpembe qui fait un début de saison qu'on pourrait qualifier de pas bon, tout simplement, il n'est pas vraiment dans le tempo. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. On n'est pas closer, mais je pense qu'il faut quand même le signaler. Je crois
crois qu'il s'est séparé de la femme, donc de son ex, et surtout la mère de son fils, je crois. C'est pas nos affaires, mais c'est évident qu'il faut une petite part d'humanité et le faire rentrer dans l'affaire, tout simplement. Hein. Tu as beau avoir, je sais pas, un statut de privilégié en jouant au PSG, tout l'argent du monde, comme certains pourraient le prétendre, jusqu'à déshumaniser les joueurs, bah c'est vrai que tu peux être touché, évidemment, et puis ça peut prendre un certain temps. Donc évidemment, grosse force aux soldats Presco, qui aujourd'hui, bah, la réalité, après, on peut aussi expliquer ça par le fait qu'il enchaîne. En équipe de France, pareil, il est toujours titulaire. La saison dernière, c'était, je pense, le facteur premier à l'explication quand même des 2, 3, voire, je crois, 5 matchs durant lesquels il fait quelques dingueries. Eh bien, il est revenu un petit peu trop tôt de sa blessure contre Lille lors du tacle héroïque, et puis après, il a fait que enchaîner, ça a caractérisé sa saison dernière. C'est pas non plus un monstre au point d'enchaîner comme ça. Donc aujourd'hui, bah, Kimpembe paye un peu tout ça au niveau de son statut, même si de l'autre côté, il y en a un qu'on aimerait voir commencer sur le papier, Sergio Ramos, je le mets titulaire. Je sais pas vous, mais moi dans ce mercato, on a beaucoup parlé de Donnarumma, Hakimi bien sûr, et Lionel Messi, on ne l'oublie pas. Wijnaldum, il y a eu beaucoup d'espoir, mais aujourd'hui, bah, ça se calme un peu, on n'en parle pas beaucoup parce que les débuts sont pas forcément bons, même s'il n'y a aucune sonnette d'alarme à tirer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Sergio Ramos, bah, on en a peu parlé. Bien sûr, la faute à ses blessures, le fait qu'il n'ait toujours pas commencé, et ça, c'est assez inquiétant. On pourrait miser sur une saison assez difficile pour lui, ou du moins caractérisée par une présence à l'infirmerie assez régulière. Mais dans tous les cas, en termes de statut et de profil, bien évidemment, que ce soit intrinsèquement, c'est un défenseur qui est capable de jouer dans pas mal de registres, même si on aurait tendance à le caricaturer en le résumant à son côté bagarreur, un peu pour faire sortir les adversaires de leur match. Sachez que dans sa tête, il est tout aussi intelligent pour couvrir, gérer la profondeur, relancer aussi, c'est un excellent relanceur. Et puis au niveau du leadership, bien évidemment. Sur toute une saison, c'est vrai que le premier défaut de Sergio Ramos, c'est qu'en termes de régularité, bah, il y a 2-3 choses à redire. Par contre, sur le fait qu'il se sublime dans les grands rendez-vous, que ce soit un homme des sommets, ça, aucun doute. Je crois que c'est un des meilleurs pour se sublimer, à l'image de Cristiano Ronaldo par exemple, et tout donner le meilleur de lui-même quand il y a la pression en fait. Plus il y a de pression, plus il est meilleur. Et c'est pour ça que je le mets dans mon équipe type, parce qu'aujourd'hui on construit l'équipe, et bien qui lorsqu'on a tout le groupe à disposition et le meilleur des adversaires possibles en face, on met. Personnellement, je mets Sergio Ramos en forme pour un 8e de finale de Ligue des Champions ou un gros choc contre je sais pas, un Real Madrid, Bayern ou une équipe anglaise. Mais pour moi, il n'y a même pas débat en fait. Sergio Ramos est titulaire. Voilà, c'est un défenseur de légende. On recrute évidemment une histoire énorme, un passé énorme, plus qu'un futur. Évidemment, c'est pour ça aussi qu'on l'a signé sur une courte durée. Mais dans tous les cas, s'il est opérationnel, bien sûr que Sergio Ramos, selon moi, est titulaire. Mais comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos au début de l'été, en termes de répartition des temps de jeu, je pense pas qu'il y aura beaucoup de problèmes à ce poste-là, parce que d'abord, Kimpembe ne doit pas enchaîner comme il a enchaîné. Il doit aussi goûter un petit peu au banc pour son organisme d'abord. Ensuite, Marquinhos, je rappelle qu'il s'est blessé pas mal de fois aux adducteurs la saison dernière. C'est une zone du corps qui est assez sensible et donc qui fait qu'on peut s'interroger un peu sur son statut. Et puis, le principal intéressé, Sergio Ramos, n'a toujours pas fait ses débuts. La faute à une présence à l'infirmerie quasi permanente depuis qu'il a signé au club. Donc on espère qu'il se sorte un peu de cette spirale négative très rapidement et qu'il se trouve évidemment une régularité, même si je pense qu'à la différence de Lionel Messi par exemple, Sergio Ramos a vraiment été recruté pour les gros rendez-vous. Ses préparations physiques et tout ça, elles seront avec en ligne de mire les énormes rendez-vous de la Ligue des Champions. C'est pour ça que les matchs du samedi à 17 h sur Canal+ et tout ça, je pense pas qu'on le verra. Bref, on va enchaîner avec le poste de latéral gauche et puis terminer cette vidéo parce que je suis en train de vraiment parler. Si j'avais fait tous les postes d'un coup, la vidéo aurait fait une demi-heure. J'adore ça, me poser dans mon petit canapé et vous parler. J'espère que vous aussi ça vous plaît. On fait une petite pause, n'hésitez pas à poser un like si ça vous plaît. Et ce poste de latéral gauche avec 4 joueurs pour une place. Alors on va en compter 3 parce que Layvin Kurzawa est un peu à mettre entre parenthèses bien évidemment. Abdou Diallo est bon, mais comme je le dis souvent, il a des références. Le match contre Manchester United à Old Trafford, la seconde mi-temps lors du 8e de finale, retour au Parc des Princes contre le FC Barcelone où il avait été très bon. Mais en termes de régularité, c'est vrai qu'en Ligue 1, bah, des fois il se fait souvent dépasser. C'est vrai que des fois tu sens qu'il a vraiment pas ses repères à ce poste-là. Juan Bernat qui revient de ses croisés enfin. Alors ça y est, c'est marrant, le timing est assez drôle. Je veux pas faire de polémique, mais au lendemain de la signature de Nuno Mendes, il y a un papier qui sortait dans les médias et qui annonçait que,
comme par hasard, Juan Bernat ne ressent plus rien et va être bientôt opérationnel. De toute façon, ça visait depuis le début de l'été, le mois de septembre, comme retour pour Juan Bernat, qui, on le rappelle, à la base, en septembre-octobre 2020, devait revenir au mois de mars, avril, grand maximum, si c'était un joueur normal, si c'était, on va dire, un joueur de la trempe d'un Memphis Depay, par exemple. Voilà, Memphis Depay qui, au passage, on se rappelle de la bonne période dans laquelle je faisais la propagande avant ce mercato. Au final, il a décidé de signer au Barça. Donc, Juan Bernat, qui aujourd'hui, clairement, on ne peut pas le mettre titulaire. Il faut quand même se rendre compte qu'il a eu les croisés et qu'au-delà des croisés, il a mis 12 mois à s'en remettre. Il y a eu des histoires d'infection, je crois, après l'opération, des retardements évidemment dans sa reprise. Et on rappelle aussi qu'avant même qu'il se blesse, il y avait quelques petites interrogations cachées par ses buts très importants en Ligue des Champions, beaucoup qui l'idolâtraient par rapport à ça. Mais on rappelle que c'est un latéral gauche et que, d'autant plus avec Achraf Hakimi, Thomas Tuchel est parti. C'est dommage parce que son animation avec son animation asymétrique, avec un latéral qui monte et un autre qui compense justement la montée de l'autre côté sur le terrain en défendant, avec Bernat et Hakimi, tu peux pas te le permettre, puisque les deux ne défendent pas très bien. Voilà, Bernat a des lacunes défensives au même titre qu'Hakimi, même si évidemment Bernat et Hakimi ne boxent quand même pas dans la même catégorie. On va respecter Achraf Hakimi. Eh bien aujourd'hui, on peut pas trop l'imaginer en tant que titulaire. Nuno Mendes va arriver. Nuno Mendes, c'est quelqu'un avec qui tu as évidemment beaucoup d'espoir, mais peu de certitude. Est-ce qu'il va bien gérer l'environnement? Est-ce qu'il va se mettre au niveau de la Ligue des Champions quand il a joué que, on va dire, le championnat portugais en tant que titulaire, sans problème au Sporting, et puis surtout au niveau de ses registres aussi, c'est quelqu'un qui est meilleur en piston qu'en tant que latéral, mais je le fais quand même partir en tant que titulaire. Évidemment, dans la balance, Juan Bernat va revenir progressivement. Dès qu'il peut gratter quelques minutes, il remplacera Nuno Mendes, il le fera souffler. Abdou Diallo aussi, qui est un joueur qui est enfin épargné par les blessures depuis quelques temps, qui va pouvoir enchaîner, essayer de se trouver une régularité, parce que c'est un vrai bon joueur. Abdou Diallo, attention, il y a 2 minutes, je lui tombais un peu dessus, mais ça n'enlève rien à sa super mentalité. Et le fait que ce soit un joueur très intéressant, et avant tout parce qu'il est polyvalent. Voilà. Donc Nuno Mendes, titulaire pour moi, ligne de défense à 4, évidemment, Nuno Mendes, Sergio Ramos, Marquinhos, Hakimi et Navas, titulaire dans les cages. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On s'est arrêté sur quelques dossiers, je crois avoir tout dit. J'aimerais juste faire un petit point sur le dossier. Alors, il y a une rumeur qui est sortie ces 2 derniers jours qui concerne Kessié de l'AC Milan. Il est en instance de prolongation et à ce qui paraît, le PSG est là en embuscade pour refaire une Donnarumma, mais cette fois au milieu de terrain, en piquant un des meilleurs éléments du Milan AC, qui refuse de prolonger. Je crois qu'il y a des petits débats sur le salaire, mais dans tous les cas, ça me fait un peu penser à la rumeur cet été Henderson à Liverpool. Dès qu'un joueur est en instance de prolongation de contrat dans son club, évidemment, on associe le PSG pour faire monter les enchères. Je vois cette rumeur que dans cette optique-là. Voilà, sinon, pas grand-chose à signaler dans l'actualité PSG. Neymar qui était décrié par les photos qui fuitaient sur Internet. Alors, il y en a une qui est fake, là, avec le Brésil, où il est un peu trapu, gros. Beaucoup lui sont tombés dessus. Au final, c'était fake et lui-même s'en est amusé avec Kylian Mbappé, d'ailleurs, qui a commenté sa publication Instagram, où tu lui vois ses abdos, tout simplement. Tu vois qu'il est fit, tu vois qu'il n'est pas en surpoids. Mais moi, de toute façon, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, il ne soit pas en surpoids parce que Neymar, c'est un très bon vivant. Il sort aussi d'une Copa América qu'il a sûrement essoufflé parce qu'elle a aussi été très bonne. C'est quelqu'un qui aime la vie, on ne peut pas lui reprocher ça. On ne peut pas reprocher à Neymar d'être un bon vivant. Bien sûr qu'il doit être professionnel et que lorsqu'il est de retour de vacances, c'est vrai qu'il y a quelques petites performances, les 2-3 premiers matchs où il manque de lucidité, et je pense qu'il doit très clairement avoir des kilos en trop. Quand il est revenu au camp des loges il y a 3 semaines, 1 mois, persuadé qu'il avait des kilos en trop, mais ça c'est la chance qu'il a là-dedans. Il élimine très rapidement, et aujourd'hui c'est le cas, il a tout éliminé, bravo à lui. Tout ce qu'on lui demande de toute façon, c'est de nous mener en Ligue des Champions et de se trouver quand même une régularité. Jouer 50-55% des matchs, c'est pas trop ce qu'on lui demande, mais pour l'instant ce n'est pas la Ligue des Champions, aucune sonnette d'alarme à tirer, Neymar est bien fit. Voilà, je pense avoir tout dit concernant l'actu PSG. Très bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très bientôt pour parler du dossier le plus chaud. J'ai hâte, il va falloir que je réfléchisse bien à mes choix, puisque dans la prochaine vidéo, on va parler du milieu de terrain. Allez, très bonne soirée à tous, ciao.